Combien vaut ce caillou? La réponse, ce qu'on te dit qu'il vaut. Les diamants ne sont pas rares. Ils ne sont pas les pierres les plus dures. Ils n'ont aucune utilité en dehors de l'industrie. Et pourtant, des milliers de personnes dans le monde dépensent 2 mois de salaire pour acheter une bague de fiançailles avec un diamant dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une famille a réussi le coup marketing le plus brillant de l'histoire du capitalisme. Pendant plus de 100 ans, ils ont contrôlé 90% de la production mondiale de diamants, le prix global du marché et même tes émotions. Leur nom, les Oppenheimer. Ils ont créé De Beers, qui ont le monopole mondial du diamant, Anglo American, qui contrôle des mines d'or, de platine, de cuivre avec 100 milliards de dollars de CA. Ils contrôlent également 90% de la production mondiale de diamants. Ils ont inventé le slogan « A diamond is forever », la fixation des prix pendant un siècle et le monopole parfait, cartel, stockage, marketing psychologique. Ils ont transformé un caillou sans valeur intrinsèque en un symbole universel de l'amour éternel. Ils ont créé une rareté artificielle pour un produit qui ne l'était pas. Ils ont financé des guerres civiles en Afrique pour protéger leur monopole. Et ils ont bâti l'une des fortunes les plus opaques et discrètes du monde. Aujourd'hui, la famille Oppenheimer vaut environ 8 milliards de dollars. Mais à leur apogée, ils contrôlaient un empire qui valait plus de 100 milliards de dollars. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment un immigrant allemand a construit le monopole le plus parfait jamais créé, comment ils ont inventé la demande pour un produit dont personne ne voulait, les diamants de sang, les guerres et les scandales, et comment ils ont perdu leur empire en 20 ans. Installe-toi bien, prends de quoi noter, parce qu'on va plonger dans l'histoire de l'illusion la plus profitable jamais vendue à l'humanité. On est en Afrique du Sud en 1867. Un fermier trouve une pierre brillante près de la rivière Orange. Il ne sait pas encore ce que c'est et il va la donner à ses enfants comme jouet. Cette pierre, en réalité, c'est un diamant de 21 carats et sa découverte va déclencher la plus grande ruée vers le diamant de l'histoire. En quelques années, plus de 50 000 chercheurs affluent vers Kimberley. Ils creusent jour et nuit au point que le sol devient un gruyère géant. On l'appelle The Big Hole ou le Grand Trou en français. Et c'est dans ce chaos qu'un homme va tout changer. Mais ce n'est pas encore un Oppenheimer. C'est Cecil Rhodes, un Anglais. Cecil Rhodes arrive en Afrique du Sud en 1870. Il a seulement 17 ans. Il est malade, il est atteint de la tuberculose et il vient donc chercher de l'air sec. Mais Cecil Rhodes n'est pas là pour se reposer. Il a une obsession, c'est de contrôler toutes les mines de diamants du monde entier. Et il a une méthode simple, c'est racheter tout le monde. En 1888, Cecil Rhodes fusionne toutes les mines qu'il a rachetées. Le nom de la nouvelle entreprise? De Beers Constellated Mines. Pourquoi De Beers? Parce que la première mine qu'il a rachetée en fait appartenait à 2 fermiers hollandais, les frères De Beer. Donc dès le départ, Rhodes a une vision claire. Ne jamais vendre tous les diamants qu'on produit. Il faut les stocker, contrôler l'offre artificiellement et créer de la rareté. C'est le début du monopole. En 1902, Cecil Rhodes meurt à 48 ans. Il laisse derrière lui un empire colossal, un testament délirant parce qu'il voulait créer un gouvernement mondial britannique. Et un vide de pouvoir également. C'est là qu'Ernest Oppenheimer entre en scène. Ernest Oppenheimer, né lui en 1880 en Allemagne, famille modeste, juif, aucune fortune, à 22 ans, il émigre en Afrique du Sud pour travailler comme courtier en diamants. Mais Ernest a un truc que peu de gens ont, une vision stratégique glaciale. Il regarde le marché du diamant et il voit un problème. De Beers contrôle l'Afrique du Sud, mais des nouvelles mines s'ouvrent un petit peu partout en Afrique. En Namibie, au Botswana, au Congo. Donc, si toutes ces mines vendent en même temps, le prix du diamant va s'effondrer. Parce que contrairement à l'or, le diamant n'a aucune valeur refuge. C'est juste un caillou. Donc Ernest comprend qu'il faut tout contrôler. Pas juste De Beers, toutes les mines sans en laisser aucune. En 1917, Ernest Oppenheimer crée Anglo American Corporation. Officiellement, c'est une société minière pour l'or et le cuivre. En réalité, c'est le cheval de Troie pour prendre le contrôle de De Beers. Ernest lève des fonds à Londres et New York et il rachète des mines partout en Afrique. Et il attend patiemment. En 1929, Ernest Oppenheimer devient président de De Beers. À 49 ans, il a réussi. Un immigrant sans fortune contrôle désormais le monopole mondial du diamant. Et il va faire quelque chose que personne n'avait osé avant lui. Transformer son monopole en machine à cash parfaite. Mais pour ça, il faut résoudre un problème fondamental. Les gens n'achètent pas de diamants. Ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Ils n'en veulent pas. Donc, il va falloir créer la demande artificiellement. Donc en 1930, Ernest Oppenheimer contrôle De Beers. Mais il a un gros problème. Le marché du diamant est en chute libre. Pourquoi? Parce que la Grande Dépression frappe, les personnes achètent de bijoux de luxe, les nouvelles mines produisent trop de diamants.
Résultat, le prix du diamant s'effondre. Ernest Oppenheimer prend une décision radicale. On va stocker tous les diamants qu'on ne peut pas vendre. Et littéralement, ça veut dire quoi en fait? De Beers achète tous les diamants produits dans le monde, même ceux de ses concurrents. Et là, l'éclair de génie, c'est qu'au lieu de les vendre, De Beers les enterre littéralement. C'est-à-dire dans des coffres géants à Londres. Résultat, l'offre diminue, parce que c'est plus rare, et la rareté donc augmente, et le prix remonte. C'est ce qu'on appelle en économie le contrôle de l'offre par stockage. Comment ça marche? Avec des termes simples. Imagine que tu contrôles 90% de la production mondiale de bananes. Si tu vends toutes les bananes d'un coup, le prix s'effondre. Trop d'offres en fait. Mais si tu stockes la moitié, tu crées une rareté artificielle et les prix remontent. Donc, c'est exactement ce que fait De Beers avec les diamants. Sauf que contrairement aux bananes, les diamants ne pourrissent pas. Tu peux les stocker à l'infini sans durée de temps. Et c'est là que le monopole devient parfait. Mais stocker ne suffit pas. Il faut aussi empêcher les autres de vendre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à nouveau? Ernest Oppenheimer crée quelque chose d'illégal dans presque tous les pays. Un cartel. Il l'appelle The Syndicate ou le syndicat. Comment ça marche? Donc, tu vas avoir De Beers qui achète toute la production mondiale. Ensuite, d'ailleurs même celle de ses concurrents. Ensuite, De Beers fixe le prix et il contrôle qui peut vendre, combien et à quel prix. Donc quand on parle de cartel, c'est littéralement un cartel. Si tu es un mineur et que tu refuses de vendre à De Beers inonde le marché avec ses stocks pour faire chuter les prix. Tu fais faillite et ensuite De Beers rachète ta mine. À prix cassé, monopole parfait. Dans les années 30 jusqu'à 1950, De Beers rachète ou contrôle des mines stratégiques en Afrique du Sud, à Kimberley et Pretoria, où il a un contrôle total. En Namibie, avec la côte des squelettes, les diamants alluviaux. Au Botswana également, à Orapa, Jwaneng, les plus grandes mines au monde. Et au Congo, au Katanga, avec les diamants industriels. En Angola, avec des mines stratégiques. En Sierra Leone, avec un contrôle indirect. On y reviendra après pour la Sierra Leone. Donc, à son apogée, en fait, De Beers contrôle 90% de la production mondiale. Mais il reste encore un problème. Même si tu contrôles l'offre, si personne n'achète, ton monopole ne vaut rien. Alors les Oppenheimer vont faire quelque chose de génial. Ils vont créer la demande de toutes pièces. On est en 1938 à New York et De Beers a un problème, un gros problème. Parce qu'aux États-Unis, en fait, personne n'achète de diamants pour les fiançailles. En fait, à l'époque, les bagues de fiançailles sont rarement ornées de diamants. Les gens préfèrent ce qui est classique, à savoir à l'époque les saphirs, les rubis, les émeraudes ou juste des bagues en or. Donc De Beers comprend que le vrai marché, ce n'est pas l'industrie. C'est l'émotion, les mariages, l'amour, le symbolisme. Donc, il va embaucher la meilleure agence de pub de l'époque, N.W. Ayer et Son. Et leur mission, en fait, qui est quasi impossible à réaliser, c'est de faire en sorte que les Américains pensent qu'un diamant est indispensable pour un mariage. En 1947, une jeune copywriter de 27 ans, Frances Gerety, écrit une ligne qui va changer l'histoire. A diamond is forever. Un diamant est éternel. Ce slogan change tout. Pourquoi à votre avis? Parce qu'en fait, il associe psychologiquement diamant égale amour éternel. Et surtout, il résout un problème économique pour De Beers. Accrochez-vous bien. Si un diamant est éternel, tu ne le revends jamais. Tu le gardes, tu le transmets. Résultat, aucun marché de l'occasion. Aucune concurrence avec les vieux diamants, c'est le marketing de génie. Mais De Beers ne s'arrête pas au slogan. Il lance une campagne culturelle massive pour transformer les habitudes. Des placements de produits à Hollywood, parce que De Beers va payer en fait des studios pour que les actrices portent des diamants dans les films. Marilyn Monroe chante Diamonds are a girl's best friend. Résultat, les diamants deviennent glamour. Infiltration des magazines féminins. De Beers paye pour que les magazines conseillent. Un homme doit dépenser 2 mois de salaire pour une bague de fiançailles. C'est là que ça vient cette tradition ou cette culture qui a été imposée. 2 mois de salaire. Qui a inventé cette règle? C'est De Beers. Pas la tradition, pas la religion. Encore une fois, De Beers. En 3, l'éducation dans les écoles. De Beers crée des programmes éducatifs pour enseigner aux enfants l'histoire romantique des diamants. En gros, De Beers fabrique une tradition qui n'a jamais existé. Les résultats sont juste hallucinants. Parce qu'en 1939, avant la campagne, 10% des fiançailles américaines incluent un diamant. En 1979, 40 ans plus tard, 80% des fiançailles américaines incluent un diamant. De Beers a créé une demande en fait pour un produit qui n'en avait pas en fait, qui n'existait pas. Et ce modèle, ils vont répliquer partout. Au Japon, dans les années 70, passage de 5 à 60% en 20 ans. En Chine, dans les années 90-2000, explosion des mariages avec diamants. En Inde, pareil, 2000, tradition inventée pour les mariages. Aujourd'hui, dans le monde entier, en fait, des millions de gens pensent qu'il faut un diamant pour se marier. Parce que De Beers leur a dit, tout simplement. C'est ce qu'on appelle en marketing
la création de demandes artificielles. Comment ça marche? Tu ne vends pas un produit, tu vends une émotion. On voit beaucoup ça avec le luxe. Un statut, une norme sociale. Exemple moderne, Apple, si tu n'as pas un iPhone, t'es pas cool. Nike, just do it. En fait, ils ont réussi à associer la chaussure et la performance. Red Bull donne des ailes. On associe boisson et énergie. De Beers a fait pareil avec les diamants, sauf qu'ils l'ont fait avant tout le monde et à une échelle mondiale. Mais derrière ce marketing brillant, il y a un côté plus obscur. Un côté que De Beers a longtemps caché parce que pour maintenir ce monopole, les Oppenheimer ont dû faire des choses dont ils ne sont pas très fiers. En 1991, en Sierra Leone, une guerre civile éclate. Elle va durer 11 ans et faire 50 000 morts. Cette guerre a été financée par des diamants. Dans les années 90, plusieurs pays africains sont ravagés par ce même type de guerre civile. La Sierra Leone, l'Angola, le Libéria et la République démocratique du Congo. Et ces guerres civiles ont toutes un point commun. Elles sont financées par la vente illégale de diamants. Comment ça marche? Donc 1, les rebelles prennent le contrôle de mines illégales. En 2, ils forcent des civils, la plupart du temps des enfants, à creuser. 3, ils vendent les diamants en contrebande. En 4, avec cet argent, ils achètent des armes. Et 5, ils continuent leur guerre. Et devine qui achète ces diamants? Je te le donne en 1000. De Beers. Pas directement bien sûr, mais via des intermédiaires. De Beers a toujours dit aux opinions internationales, on n'achète pas de diamants de sang. Mais en réalité, De Beers achetait tous les diamants disponibles, peu importe leur origine. Pourquoi? Parce que si De Beers refuse d'acheter les diamants, ils vont quand même aller sur le marché. Et ça va créer de la concurrence et ça fait baisser les prix, ce qu'ils ne veulent pas. Donc, De Beers préférait acheter, même si ça voulait dire financer indirectement des guerres, plutôt que de faire ce qui était plus éthique à l'époque. En 1998, un rapport de l'ONU d'ailleurs estime que 4 millions de carats de diamants angolais passaient par De Beers chaque année. 4 millions de carats. Il y a des réseaux de contrebande, De Beers nie, mais les preuves s'accumulent. Et en 2006, Hollywood sort un film dont vous avez certainement entendu parler, Blood Diamond, avec Leonardo DiCaprio. Le film il va montrer des guerres financées par les diamants, des enfants soldats, des amputations, la corruption, bref, une réalité plus macabre que ce qu'on pouvait imaginer. Le public découvre la vérité et c'est une catastrophe pour De Beers. Les ventes de diamants chutent, les consommateurs demandent des garanties et les ONG attaquent De Beers. De Beers est forcé de réagir. En 2003, sous pression internationale, De Beers accepte de participer au processus de Kimberley. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de certification qui garantit que les diamants ne proviennent pas de zones de conflit. Sur le papier, c'est bien, mais en pratique, il y a plein de failles. Et le problème, c'est que c'est facile de falsifier les certificats, c'est impossible de tracer l'origine exacte, et certains pays comme le Zimbabwe, la RDC, contournent le système. De Beers continue donc d'acheter via des intermédiaires. Résultat, le processus de Kimberley a réduit le problème, mais ne l'a pas éliminé. Mais les diamants de sang ne sont pas le seul scandale. Il y a aussi un scandale terrible, celui de l'apartheid. De 1948 à 1994, l'Afrique du Sud impose un régime de ségrégation raciale comparable à ce qu'il y avait aux États-Unis. Les Noirs n'ont aucun droit. Et De Beers collabore avec le régime. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'est le cœur de leur empire. C'est là qu'ils ont construit toute leur fortune. De Beers emploie des travailleurs noirs dans les mines, dans des conditions inhumaines, avec des salaires misérables et sans aucun droit. Et pendant ce temps, Harry Oppenheimer, fils d'Ernest, est l'homme le plus riche d'Afrique du Sud, sans qu'il y ait aucun souci. Harry Oppenheimer a une position ambiguë. D'un côté, il finance des mouvements anti-apartheid, de l'autre, il profite du système. En 1994, quand l'apartheid tombe, De Beers perd une partie de son contrôle politique. Et c'est le début de la fin du monopole. Parce qu'à partir des années 2000, tout va s'effondrer très vite. Dans les années 2000, après 100 ans de domination totale, De Beers perd le contrôle. Comment un monopole peut-il s'effondrer en 20 ans? 4 raisons. Dans les années 90-2000, de nouvelles mines massives sont découvertes. Les principales découvertes sont au Canada, en Australie, en Russie, dans diverses régions où il y a pour l'Australie des diamants roses, des réserves gigantesques en Russie, et ces mines ne veulent pas vendre à De Beers. Elles vendent directement elles-mêmes pour avoir un maximum de profit. Résultat, la part de marché de De Beers passe de 90% dans les années 80 à 65% dans les années 2000 à 35% en 2010. Le monopole s'effrite. Deuxième coup dur avec les diamants synthétiques. À partir des années 2000, on peut créer des diamants en laboratoire, chimiquement identiques au naturel, mais 10 fois moins chers.
De Beers panique et il lance une campagne de pub pour essayer de contrebalancer en disant un vrai diamant est naturel. Un synthétique n'a aucune valeur. Mais les jeunes générations n'en ont rien à faire. Ils préfèrent avoir un produit moins cher, plus éthique, qui soit traçable. Donc, De Beers, en 2018, capitule. Ils lancent leur propre ligne de diamants synthétiques, Lightbox. L'entreprise qui a passé 100 ans à dire que les diamants étaient rares se met à les fabriquer en usine. Bref, il y a une dissonance cognitive entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils viennent de faire. Troisième problème, De Beers ne peut plus stocker. Pourquoi ? Parce que stocker coûte des milliards et avec la concurrence, De Beers n'a plus les moyens. En 2000, De Beers annonce qu'ils arrêtent le stockage. Ils vendent leurs réserves. C'est la fin du contrôle de l'offre, ce qui a fait une grande partie de leur richesse. Quatrième coup dur, c'est le procès antitrust. Pendant des décennies, De Beers a évité les États-Unis. Pourquoi ? Parce que leur cartel est illégal sous la loi américaine, avec toutes les lois antitrust auxquelles ont dû faire face Facebook, Microsoft, Google, etc. En 2004, De Beers accepte de payer 10 millions de dollars d'amende pour fixation de prix et s'engage à ne plus contrôler le marché. C'est officiellement la fin de son monopole. 2011, Nicky Oppenheimer, petit-fils d'Ernest, prend une décision historique. Ils vont vendre De Beers. Après 80 ans de contrôle familial, les Oppenheimer vendent 40% de De Beers à Anglo American pour 5,1 milliards de dollars. Et en 2012, Nicky Oppenheimer quitte complètement le conseil. C'est la fin de l'ère Oppenheimer. Pourquoi ont-ils vendu ? Parce qu'ils ont compris que le monopole était complètement mort et qu'il valait mieux sortir au sommet plutôt que de sombrer avec le navire. Aujourd'hui, De Beers est toujours un acteur majeur. En effet, ils n'ont plus le monopole, mais leur part de marché en 2024 s'élève quand même pour De Beers à plus de 30%, Alrosa en Russie 28%, Rio Tinto en Australie 12% et les autres producteurs environ 30%. Le marché est fragmenté, les prix sont moins contrôlés et les consommateurs achètent de moins en moins de diamants naturels. Alors, que retenir de l'empire Oppenheimer ? Les Oppenheimer ont quand même réussi quelque chose d'extraordinaire, à savoir transformer un caillou sans valeur intrinsèque en un symbole universel de l'amour. Ils ont créé un monopole parfait pendant 100 ans, contrôlé près de 90% d'un marché mondial et inventé une tradition qui n'existait pas. Ils ont généré également des centaines de milliards de profits. Mais de l'autre côté, ils ont également financé des guerres civiles, profité de l'apartheid, menti sur la rareté des diamants et également manipulé des générations entières. Alors, héros ou méchants ? Comme d'habitude, il faut nuancer les choses. Moi, je dirais qu'ils sont les deux. Mais le plus important dans tout ça, c'est surtout les leçons que tu peux en tirer toi. La leçon numéro 1, c'est que pour que tu contrôles l'offre, tu vas contrôler le prix. Les Oppenheimer ont compris qu'en stockant, en fait, ils pouvaient créer une rareté artificielle. Et ce que tu peux appliquer pour toi, c'est que si tu investis dans des actifs rares, comme l'art, le vin, les NFT, les terrains, la rareté est ce qui crée de la valeur, pas l'utilité. En leçon numéro 2, créer la demande, pas juste le produit. The Diamond is Forever a créé une norme sociale, pas juste un produit. L'application pour toi, c'est que les meilleurs investissements ne sont pas ceux qui répondent forcément à un besoin, même si c'est important. Ce sont ceux qui créent le besoin. Par exemple, l'Apple avec l'iPhone, Tesla avec l'électrique, Hermès avec le Birkin. Et la dernière leçon, c'est que tous les monopoles finissent par tomber. Même le monopole le plus parfait de l'histoire s'est effondré en fait en moins de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'avec les nouvelles technologies, dont les diamants synthétiques, des nouveaux concurrents, les mines hors de contrôle qui ne vendaient pas De Beers et le changement culturel, les jeunes qui n'achètent plus, l'application que tu peux avoir pour toi, c'est qu'aucun empire n'est éternel. Même pas celui qui vend l'éternité. Est-ce que les diamants ont vraiment de la valeur ? Je ne pense pas. Pas plus qu'en fait une pierre que tu peux ramasser sur la plage. Mais ils ont la valeur qu'on leur donne. Et pendant 100 ans, les Oppenheimer ont décidé pour nous que cette pierre avait de la valeur. Aujourd'hui, cette illusion s'effrite. En fait, les gens comprennent et ils choisissent autrement. Mais l'histoire des Oppenheimer reste une masterclass sur le pouvoir du marketing, du contrôle et de la manipulation des masses. Et toi, est-ce que tu achèterais un diamant naturel aujourd'hui ou tu préfères un synthétique qui coûterait seulement 10% du prix ? Dis-moi en commentaire. C'est super intéressant qu'on puisse échanger ensemble. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, comme d'habitude, like, abonne-toi, active la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça me booste pour cette chaîne. Et pour recevoir chaque semaine une analyse comme celle-ci, abonne-toi à ma newsletter www.jama.co/news. À bientôt. Et comme je le dis toujours, tout le monde peut devenir investisseur.